Sartre, évidemment, ça commence pendant son séjour en Suisse et à Lausanne, n'est-ce pas? C'est évidemment à l'occasion d'une rencontre qui avait été organisée par la Société des Belles Lettres, n'est-ce pas, qui avait invité Sartre pour faire une conférence justement sur l'être, le néant, donc à Genève et à Lausanne, que Gans l'a rencontré pour la première fois. Et apparemment, c'était encore un événement, évidemment, comme une sorte de foudre qui avait frappé Gans, si on se tient à ce qu'il dit sur cette rencontre, n'est-ce pas, parce qu'à ce moment-là, il paraît que déjà auparavant, n'est-ce pas, donc l'être, le néant, a été publié en 1943 sous l'occupation française à Paris, était déjà, lorsque Gans a rencontré Sartre, en Suisse romande, le livre de chevet d'André Gors, n'est-ce pas? Alors, une chose alors que je vais continuer tout de suite, évidemment, c'est Sartre, cette grande personnalité, alors qui est d'ailleurs devenu une sorte de surmoi pour lui, pour émigrer, n'est-ce pas, qui est toujours en difficulté, n'est-ce pas, de se forger une propre existence, parce que le traître, ce n'est rien d'autre, oui, n'est-ce pas, qu'une sorte de roman philosophique, mais en même temps psychoanalytique, oui, sur la difficulté de se construire une existence, justement, d'écrivain, donc contre, dans le ciselage, à la fois dans le ciselage de Sartre, mais aussi, n'est-ce pas, dans cette énorme pression qui constitue le surmoi de Sartre, qui le domine, dans la plus grande difficulté de se libérer de cette énorme... deux mots sur le traître, parce que je ne sais pas... Deux mots sur le traître, parce que c'est une œuvre, effectivement... fondamentale pour André Gors, c'est publié en 58, 1958, c'est ça, avec une préface importante donc de Jean-Paul Sartre, une cinquantaine de pages. Dites-nous, parce que je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion de lire ou de connaître le traître, je crois que c'est un moment important, il y a plusieurs rencontres, je crois, chez André Gors, bien sûr Sartre. Après, vous nous parlerez peut-être de Marcuse et d'Illich, qui sont des rencontres aussi importantes, je crois. Mais je voudrais dire aussi une autre chose, justement à propos de cet extrait de l'entretien radiophonique que nous avons écouté, n'est-ce pas? C'est-à-dire, évidemment, la complexité des rapports que André Gans a avec la culture allemande, n'est-ce pas? Parce que là, il a dit, évidemment, donc, qu'il n'a plus rien à voir avec la culture allemande. À 16 ans, il arrête de parler allemand. Parce qu'à l'âge de 16 ans, donc, il a justement arrêté, disons, de penser en allemand et est devenu français. C'est-à-dire, il est un Français d'adoption, on peut dire, donc c'est vraiment cette décision d'abandonner, c'est relativement rare pour un écrivain, un philosophe, dans l'historiographie des philosophes que nous connaissons, que quelqu'un donc parvient qui a tout à fait grandi dans la culture allemande, autrichienne, faudrait dire. Il continue à lire à Vienne, en allemand. Parce qu'il y a une différence entre l'Autriche et l'Allemagne, évidemment, c'est la langue allemande, c'est une culture de langue allemande. Et puis alors il passe des années, en 1938, n'est-ce pas, 39 après l'Anschluss, alors il est mis dans une institution près de Zurich en Suisse allemande, n'est-ce pas, donc, où il va passer quelques années, n'est-ce pas, alors il est inimaginable que là, dans une institution près de Zurich, on parle des Français, c'était plus le Suisse allemand, n'est-ce pas, mais il passe à Lausanne, dès qu'il est à Lausanne, alors il s'embarque cœur et âme pour la culture française, renforcé énormément par cette rencontre avec Sartre. À partir du moment, cet refus quand même de continuer à parler allemand, même si j'imagine qu'il le lisait. Négation d'une culture. C'est par rapport au nazisme, c'est ça qui a entraîné non? C'est sans doute le nazisme, c'est l'Anschluss évidemment, mais c'est le fait biographique. Quand on parlait de Gans nous renvoyait à sa mère. Parce qu'il est le fils, n'est-ce pas, d'un père autrichien, juif, et d'une mère allemande, donc qui était né à Nuremberg, donc en Bavière, et il avait donc un rapport tellement difficile avec cette mère, justement, qu'il s'était opposé violemment à son mariage avec Dorine, et qu'il a, avec le rejet donc, de cette mère, trop possessive, trop autoritaire, etc., rompu aussi avec toute la culture, disons, de langue allemande. L'ouvrage se passe à 16 ans, et à partir de ce moment-là, il se construit une existence, et il va écrire tout en français, il va jamais, dès que je l'ai rencontré, je me suis rendu compte, ça dès 72, parce que quand je l'ai interviewé pour la radiodiffusion allemande, il ne voulait absolument pas que ça se fasse en langue allemande, alors que c'était sa langue maternelle. Donc il a fallu tout faire en français, il synchroniser, et traduire, alors qu'il savait parfaitement l'allemand, mais c'était un refoulé tel
presque une blessure, je dirais, une très grande blessure qu'il a essayé donc de guérir en se construisant, comme le dit le prêtre, une nouvelle identité, une nouvelle existence d'écrivain journaliste français et très français qui a fait que il a écrit tout en français. Il ne voulait pas écrire une seule ligne en allemand. Alors qu'il savait Michel pas Bosquet, qui est un nom très français, je crois que ce n'est pas par hasard qu'il a choisi un nom à consonance très très. Oui, alors il faut dire aussi qu'à la fin de sa vie, les choses ont un peu changé. Ah bon? Parce qu'il est arrivé, donc dans les dernières années de sa vie, il avait beaucoup, suite aux traductions de ses ouvrages qui ont été faits en anglais dans le Extraordinaire et en allemand, il avait plus de lecteurs en Allemagne qu'en France. Et dans les dernières années de sa vie, il avait des correspondances avec des syndicalistes allemands, même avec des gens du SPD allemand, n'est-ce pas, et qui sont venus aussi lui rendre visite à Bono, le petit village près de Troyes où il habitait, où il est finalement mort, décédé par un suicide en septembre 2007. Donc il était là, à partir, on peut dire, des années 90, 95, là, il avait une sorte d'ouverture vers l'Allemagne, ayant compris l'importance de cette réception en Allemagne. Et là, je pense qu'il y a eu un changement. Il est même là un peu revenu sur sa langue maternelle, mais il continue à écrire en français. C'est-à-dire, mais c'était toujours un rapport difficile. Alors que moi, quand je l'ai rencontré, il était vraiment très germanophobe. Bon, alors on est donc en 58, publication du Traite, je crois un succès, donc pas uniquement dans les milieux universitaires, je crois que c'est un succès au grand public, le mot peut-être un peu fort, mais sur un large public, hein, c'est assez important. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc il rentre au temps moderne, il a une carrière journalistique. Christophe, est-ce que vous parlez de cette période après le Traite? En 58, il est déjà journaliste. Il est déjà journaliste à l'Express. Voilà, il est déjà journaliste, il est journaliste, il a commencé sa carrière de journaliste d'abord dès son séjour en Suisse, puisqu'il écrivait dans une petite